et messieurs, je vous salue. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur les possibilités que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Cameroun offre au MRC pour présenter lui-même la candidature du professeur Maurice Kamto à la future élection présidentielle du Cameroun en octobre 2025. Par le passé, j'ai publié 2 vidéogrammes, dont l'un sur la pratique du mandat représentatif à l'échelle planétaire qui s'appuyait sur un rapport du Conseil de l'Europe, n'est-ce pas, et qui présentait la situation du nomadisme politique post-électoral dans près d'une 60aine de pays. Alors, à la suite de ce rapport-là qui portait sur cette pratique-là à l'échelle planétaire, j'ai refait un autre vidéogramme, n'est-ce pas, qui a été publié le 10 avril 2025, la vidéo numéro 22 que vous pouvez retrouver sur cette même page, le droit au 237, dans laquelle je soutenais que le MRC pourrait lui-même investir le professeur Maurice Kamto sur la base d'un rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors, si j'ai utilisé ces rapports-là, en fait, c'est bien parce que ce sont des rapports qui étudient le phénomène du nomadisme politique post-électoral dans les États qui, comme le Cameroun, ont opté pour l'interdiction du mandat impératif, autrement dit, qui ont consacré le mandat représentatif. Alors, il faut savoir que le mandat représentatif, ou alors l'interdiction du mandat impératif, signifie simplement que, une fois qu'on est élu, l'élu bénéficie d'une relative autonomie vis-à-vis du parti qu'il a investi. Non seulement il est libre, n'est-ce pas, de se démarquer de la ligne de son parti ou bien des instructions qui pourraient venir de son parti pendant les délibérations, mais surtout, il a la possibilité de démissionner. On peut l'exclure de son parti sans que son mandat ne soit remis en cause. C'est ça le mandat représentatif. Et donc, après la publication de ces 2 vidéogrammes, beaucoup de personnes ont réagi, et certains, notamment les plus pessimistes, estimant que nous étions en train de dire des choses qui ne sont pas fondées. Alors, non seulement le rapport du Conseil de l'Europe, c'est pas moi qui l'ai rédigé, et c'est un rapport, n'est-ce pas, qui présente le phénomène du nomadisme post-électoral à travers le monde, et le rapport de la francophonie, nous avons insisté là-dessus pour dire que c'est un rapport qui est pertinent dans le contexte camerounais, parce que le Cameroun est membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la présidence actuelle de cette instance est assurée par le vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, qui n'est rien d'autre que M. Hilarion Eton. Et ce rapport, je souhaite bien que chacun puisse le retenir. Il va être présenté sur ce vidéogramme. C'est bien un rapport sur le nomadisme ou la transhumance politique post-électorale et la discipline des partis. Vous comprenez bien que ces rapports-là, en fait, examinent la question de savoir quelles sont les prérogatives dont bénéficie l'élu après, n'est-ce pas, qu'il ait bénéficié du vote populaire. Et notamment, c'est-à-dire que son rapport avec son parti, avec le parti qu'il a investi. Et tous ces rapports-là sont constants. Le mandat représentatif donne tout loisir à l'élu de se démarquer de son parti, dont il peut même démissionner. Et démissionnant son parti, il ne perd pas son mandat. Et donc, continuant à être présent à l'Assemblée nationale, au Sénat ou bien dans les conseils municipaux ou régionaux, il peut donc avoir une affiliation politique différente de celle du parti qu'il avait investi. Dans tous les cas, comme je l'ai dit, pour mener cette démonstration d'aujourd'hui, et qui va essentiellement consister à lire les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale confortant
la thèse selon laquelle le MRC peut lui-même investir le professeur Maurice Kamto, je vais prendre, n'est-ce pas, les questions que certains contradicteurs ont pu élever, n'est-ce pas, à la suite de la publication de ce vidéogramme numéro V22, n'est-ce pas? Et en répondant à ces questions-là, je crois que je vais apporter les clarifications pour lever tout doute qui subsistait encore dans la tête de certains de nos auditeurs. Alors, je vais donc prendre la première question, n'est-ce pas? Ou bien le premier avis contestataire qui dit ceci. Aucun texte ne prévoit un lien entre l'article 15 de la Constitution et l'investiture à l'élection présidentielle. Seul le code électoral nous renseigne sur les conditions d'investiture. Je ne disconviens pas que c'est le code électoral qui définit les conditions par lesquelles on peut se présenter à l'élection présidentielle. Mais ce que j'ai dit dans une vidéo, n'est-ce pas, où j'établissais le lien entre le cas Ayabo Labine et la candidature du professeur Maurice Kamto, je mentionnais très bien que la condition selon laquelle, pour présenter un candidat à l'élection présidentielle par un parti, il faut que ce parti soit représenté à l'Assemblée nationale ou bien dans les conseils municipaux ou régionaux. Cette condition n'est intervenue qu'en 2012. C'est intervenu en 2012, à travers notamment l'alinéa 2 de l'article 121, qu'il est important de relire. Donc cet alinéa 2 dit ceci. Alors, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, applicables aux candidats indépendants. L'interprétation à contrario signifie quoi? Que pour être présenté de manière normale, de manière libre, il faut que le parti soit investi par un parti représenté. Alors, mais toute la question que l'interprétation de ces dispositions pose est celle de savoir quand est-ce qu'on considère qu'un parti est représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal. Alors, à défaut d'avoir précisé le sens de la représentation tel que voulu par cet article 121 dans le code électoral, l'interprétation ne peut se faire qu'en lien avec l'article 15 des alinéas 2 et 3 de la Constitution. Voilà le lien. C'est une condition nouvelle, certes, parce qu'elle n'intervient qu'à partir de 2012. Mais les modalités de la représentation dans les instances nationales sont définies bien longtemps depuis 1996 par la Constitution, notamment à son article 15, aux alinéas 2 et 3. L'alinéa 2 dit que le député représente l'ensemble de la nation. Ça, c'est l'alinéa 2. Et l'alinéa 3 dit tout mandat impératif est nul. C'est une disposition qui a été élaborée dans le cadre de la députation, mais qui est une disposition constitutionnelle et donc qui doit être utilisée, qui doit être sollicitée pour toutes les situations où la question se pose de savoir si un parti est ou non représenté dans une instance. Donc, pour donc donner un sens à l'article 121, alinéa 2 du Code électoral, on doit bien expliquer ce que signifie un parti représenté en se référant à l'article 15 de la Constitution. Donc, le compatriote, n'est-ce pas, qui pose cette question, n'a rien compris, n'est-ce pas, du lien qui peut exister entre l'article 121, qui parle des partis représentés, et l'article 15, qui est le seul texte, d'ailleurs le plus élevé, qui nous indique le choix du Cameroun par rapport au sort d'un élu, par rapport à son parti politique. Et donc, nous avons démontré que l'option du Cameroun, en disant que tout mandat impératif est nul, le Cameroun opte pour le mandat représentatif. Et lorsqu'on dit que le mandat est représentatif, ça signifie que le député n'est pas prisonnier du parti qu'il a investi pour sa propre élection. Et le mandat impératif étant nul, une fois le député élu,
il bénéficie de la liberté de rester dans son parti ou bien d'en partir. Il n'est pas obligé, il n'est pas prisonnier de son parti. Il peut donc y rester. Tant mieux. C'est le principe de la discipline du parti. Ou bien l'esprit de loyauté qu'il manifeste, n'est-ce pas, à l'égard de son parti. Mais il peut en être exclu. Et c'est le cas du député Jean-Michel Nitu actuellement. Il peut être exclu. Il peut en démissionner. Mais c'est le cas, par exemple, de M. Oscar Edimo Doumbé, ou bien de Aka Amouane en leur temps. Donc, le député n'est pas prisonnier de son parti, et c'est l'option qu'a fait le Cameroun. Et parce que la Constitution l'a clairement dit pour le député, cette même disposition, dans une interprétation par analogie, va s'appliquer aussi bien aux conseillers municipaux qu'aux conseillers régionaux et même aux sénateurs. C'est le seul fondement qui est porté par la Constitution et qui consacre donc l'interdiction du mandat impératif ou alors qui consacre le mandat représentatif. Or, parce que dans l'article 121 n'a pas donné de précision par rapport au sens à retenir du parti représenté, le recours dans l'article 15 est évident. Et cet article 15 existe bien avant le code électoral de 2012. Cet article 15 a été adopté depuis la révision constitutionnelle de 1996. Donc c'est pourquoi j'ai bien dit que même le cas Aya Paul Abine qui intervient en 2011 est bien pertinent pour donner un sens à l'alinéa 2 de l'article 121. Parce que Aya Paul Abine, quoi qu'ayant démissionné avant, en fait la question de savoir le parti qu'il représentait ne pouvait pas être résolue à l'aune du code électoral, même révisé de 2012, mais uniquement à l'aune de l'article 15 de la Constitution. Voilà donc le lien qui est établi. Alors, quelqu'un me demande que viennent faire les rapports du Conseil de l'Europe ou de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans les affaires du Cameroun. Est-ce que ce sont ces organisations qui gèrent le processus électoral camerounais? Arrêtez de nous parler des histoires des autres. Parlez-nous de la Constitution et du Code électoral du Cameroun. Mais je crois que la réponse que je viens de donner à la première préoccupation répond aussi à celle-ci. Le Cameroun n'est pas le seul pays au monde à avoir opté pour le mandat représentatif, ou autrement à avoir interdit le mandat impératif. C'est une option qui a été également adoptée par une soixantaine de pays. Et c'est donc dans ce sens, et c'est donc pour comprendre comment cela se passe que nous avons exploité le rapport du Conseil de l'Europe qui fait état, n'est-ce pas, de la pratique du nomadisme politique post-électoral dans 60 pays, et puis le rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, dont le Cameroun est membre, et qui fait le point de la pratique, n'est-ce pas, de la pratique et des conséquences du nomadisme politique post-électoral dans 23 entités étatiques membres de la francophonie. Donc ces documents sont intéressants parce que le Cameroun n'étant pas le seul, et puisque le débat, n'est-ce pas, est au goût du jour dans le contexte politique camerounais, pour lever tout doute, on est bien obligé de dire comment ça se passe ailleurs. Et donc, en sollicitant les rapports du Conseil de l'Europe et de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, nous convoquons ce qu'on appelle en droit le droit comparé. Et le droit comparé, en fait, c'est un mécanisme qui permet, pour donner un sens à une disposition locale, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. À partir du moment où ces États-là, qui sont cités dans ces rapports, ont pris la même option que le Cameroun. Dans tous ces pays, vous allez retrouver que leur constitution a consacré l'interdiction du mandat impératif exactement dans les mêmes termes que l'article 15 de la Constitution du Cameroun. Et donc, parce que aujourd'hui, il faut interpréter l'article 121 qui parle de partis représentés, il fallait d'abord remonter à l'article 15 pour retrouver la consécration du mandat représentatif au Cameroun et aller donc prendre ce qui se fait dans les autres pays qui ont opté pour la même solution. C'est-à-dire que ces pays qui ont également opté pour l'interdiction du mandat impératif ou alors qui ont consacré le mandat représentatif. Le débat étant de savoir quel est le sort d'un élu qui démissionne après son élection, qui démissionne de son parti après son élection. Alors, puisqu'au Cameroun, le débat est chaud, nous avons donc convoqué
les solutions qui sont également appliquées ailleurs. Et où nous avons montré que, mais dans la plupart de ces pays-là, à moins que les partis n'aient pris une loi spécifique pour aménager ça autrement, mais le principe du mandat représentatif veut que la représentation d'un parti suive l'affiliation politique de l'élu. Donc, lorsque un élu est investi au début de son mandat, il porte la bannière du parti qu'il a investi. Ça va de soi. Mais parce qu'il jouit d'un mandat représentatif, il n'est pas prisonnier de son parti. Il peut donc en démissionner. Et quand il démissionne, mais il ne représente plus son parti. Il continue à siéger à l'Assemblée. Mais il porte l'étendard de quel parti? De son parti. S'il n'a pas de parti, il siège comme indépendant. Et dans tous les cas, nous allons démontrer dans ce vidéogramme que les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale permettent à l'élu, n'est-ce pas, de changer d'affiliation politique en cours de mandat. Et s'il faut déterminer quel est le parti qu'il représente, mais vous ne pouvez pas avoir démissionné d'un parti et continuer à le représenter. Mais c'est une absurdité. Mais par définition, représenter, c'est quoi? Représenter quelqu'un ou quelque chose, mais c'est figurer dans une instance en lieu et place de cette chose-là. Alors, donc, on peut parler de parti représenté que s'il y a un élu qui siège à son nom au sein de l'Assemblée nationale. Alors, imaginez par exemple que tous les députés, un député par exemple qui a un parti par exemple qui a 3 députés, que tous les 3 députés démissionnent. Mais est-ce que ça fait sens de dire que le parti continue d'être représenté par des députés qui ont démissionné de ce parti-là? Est-ce que ça fait sens? Et puis, par nature, un parti politique est une entité immatérielle. Les partis politiques sont des sujets incorporels. Et donc, ils ne peuvent être représentés que par des individus. Or, un député donc, qui cesse d'appartenir à un parti, comment est-ce qu'il va représenter un parti auquel il n'appartient pas? Mais c'est une absurdité. Et donc, je dis, lorsqu'un député démissionne de son parti et prend la carte d'un autre parti, ce parti-là est désormais représenté. Puisqu'en fait, le député parle au nom de qui? S'il doit faire valoir, n'est-ce pas, une opinion politique, mais c'est l'opinion de son parti. Même si la Constitution dit bien que le député représente l'ensemble de la nation. Mais puisque maintenant le code électoral a fait de l'affiliation politique du député un critère d'investiture d'un candidat à l'élection présidentielle, on est bien obligé de tenir compte de l'affiliation politique de l'élu au jour où la compétition électorale s'ouvre. Et donc vraiment, je dis que comment est-ce qu'on peut dire qu'Honorable Nietzsche, par exemple, aujourd'hui continue de représenter le SDF dont il a été exclu? Est-ce que ça fait sens? Or, aujourd'hui, le député Nietzsche appartient à un parti, lequel, s'il siège à l'Assemblée nationale, mais c'est par lui que le FCC est représenté. Comment est-ce qu'il peut représenter le SDF aujourd'hui duquel il a été exclu? Mais vraiment, il faut réfléchir. Mettez votre cerveau à votre service. Donc, vraiment, je dis, le droit comparé est utile pour comprendre comment une règle identique, comment une règle que le Cameroun a adoptée et qui est identiquement consacrée dans ces pays-là, comment est-ce qu'elle fonctionne? Et nous avons vu dans ces rapports que des députés démissionnant de leur parti en cours de mandat pouvaient créer des groupes parlementaires qui sont admis au sein de l'Assemblée. Mais nous allons voir, le groupe parlementaire, c'est des personnes qui portent l'étendard d'un parti. Alors si des démissionnaires peuvent créer un nouveau groupe parlementaire au sein de l'Assemblée, mais comment peut-on dire que ces députés ne représentent pas ce nouveau groupe, qui peut-être n'existait même pas au moment où ils avaient été élus? Ou alors était un député qui a pris par élection, mais qui n'a pas pu avoir lui-même des élus? Ou alors, mais il peut s'agir d'un parti que ces députés viennent de créer. Alors, si donc ces députés, remplissant le quorum requis, peuvent constituer un nouveau groupe parlementaire au sein de l'Assemblée nationale, mais comment est-ce qu'on peut donc dire que ce nouveau groupe n'est pas représenté à l'Assemblée nationale? Et donc, c'est de ça qu'il est question. En tout cas, continuons la démonstration et vous verrez que les dispositions pertinentes du règlement intérieur de l'Assemblée nationale consacrent bien ce que je suis en train de dire. Alors, un autre dit, votre chute manque de logique et de rationalité. Comment pouvez-vous soutenir qu'un député ou un élu manque autant de gratitude et de loyauté au parti qu'il a investi pour son élection? Mais, cher ami, ce n'est pas à moi de le dire, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous explique ce qu'est le mandat représentatif
et les conséquences qui en découlent. À partir du moment où un pays opte pour l'interdiction de mandat impératif, mais je vous ai dit, la conséquence, c'est que le député n'est pas prisonnier de son parti. Et donc, en optant pour ça, on sait très bien que le député qui démissionne de son parti ne commet pas une faute. Parce que c'est la Constitution qui est la norme fondamentale de l'État qui lui donne cette possibilité. Et je crois que l'honorable Albert Dzonga a bien expliqué au Cameroun le contexte dans lequel cette disposition est intervenue dans la Constitution de 1996. En fait, il était question de préserver son mandat d'élu malgré le fait qu'il devait démissionner du RDPC. Voilà le contexte. Mais ce contexte-là, à partir du moment où le Cameroun le consacre, mais entend donner le même sens et les mêmes conséquences au mandat représentatif que tous les autres pays qui ont opté pour la même chose. Et les pays qui ont voulu atténuer les implications du mandat représentatif ont pris des textes particuliers pour le faire. C'est le cas par exemple aujourd'hui au Burkina Faso, en Algérie ou bien à Madagascar. Mais le Cameroun ne l'a pas fait. Sinon, montrez-moi le texte qui dit aujourd'hui que un député qui démissionne d'un parti continue de le représenter. Il n'y a aucune disposition formelle dans ce sens. Et je dis encore que représenter veut dire figurer dans une instance pour le compte de quelqu'un d'autre ou bien d'une autre entité. Alors, comment est-ce que je vais représenter un parti qui m'a exclu? Mais ça ne fait pas sens. Ou alors comment vous allez considérer qu'un parti continue d'être représenté à l'Assemblée nationale quand il n'y a plus d'élus? Par exemple, si tous ces élus, les élus qu'il avait eu au départ ont démissionné. Ça ne fait pas sens. Donc, je dis, chers amis, ce n'est pas moi qui le dis. Et d'ailleurs, je crois que je vais lire ici un extrait du rapport de la francophonie qui dit ceci. Mais ceux qui ont opté pour le mandat représentatif n'ont pas perdu de vue cette déloyauté, n'est-ce pas, que je mets entre guillemets. Vous considérez cela comme un acte de déloyauté. Mais le rapport de la francophonie à la page 17, n'est-ce pas, j'invite les auditeurs à s'approprier cela. Vous avez eu le rapport ici avec les références. À l'article 17, il est dit ceci, par rapport aux implications et conséquences du nomadisme sur le Parlement. Voici ce que le rapport de la francophonie dit. Alors, d'abord au plan politique et en ce qui concerne l'électeur qui se sent trompé. Vous voyez, on ne perd pas de vue que ça peut apparaître comme une tromperie, qui se sent trompé, car le sens de son vote a été transféré sans son consentement à d'autres fins que celles qu'il avait choisies au moment de l'élection. Et on continue. C'est donc, affirme-t-on, une tromperie à l'égard de l'électeur et une instrumentalisation à des fins personnelles de son droit au suffrage et de l'expression de son vote. Cela contribue à discréditer les hommes politiques dans leur ensemble et à jeter l'opprobre sur la politique en général. Et je continue. Pour les partis politiques qui sont victimes du nomadisme de leurs élus, cela est ressenti comme une perte, puisque les moyens et les efforts qui ont été consentis par le parti auront finalement servi à assurer, entre guillemets, la promotion d'un individu peu vertueux et à accroître le nombre des élus d'un autre parti. C'est le rapport qui le dit. À accroître le nombre des élus. Voilà. Rapport des pays qui ont opté pour la même solution que le Cameroun. Le mandat représentatif. Et on vous dit que, entre autres implications, c'est que l'élu qui démissionne de son parti va augmenter le nombre d'élus d'un autre parti si ce parti-là avait lui-même des élus. Et par analogie, si l'élu s'en va donc créer son propre parti, mais il représente désormais son parti. Voilà le rapport explicite. Donc quand nous convoquons ce rapport, c'est pour que cela serve à faire comprendre aux Camerounais que la solution que nous proposons n'est pas une solution propre au Cameroun. C'est la conséquence naturellement liée à l'option en faveur du mandat représentatif qui implique de la part de l'élu la possibilité d'un nomadisme ou d'une transhumance politique. C'est la possibilité pour lui, au lendemain de son élection, de quitter son parti. Ce n'est pas un acte de loyauté. La Constitution lui donne ce droit. Et exécuter une disposition constitutionnelle n'est pas un acte de déloyauté. Bien au contraire, c'est une attitude républicaine. Parce que vous ne mettez en œuvre que ce que la Constitution elle-même vous permet de faire. Et donc, je dis, l'acte de loyauté sur le plan moral, on peut le dire. Mais c'est le choix qu'a fait le constituant camerounais en optant pour l'interdiction du mandat impératif. Et je continue en disant, on dit par ailleurs,
le nomadisme d'un ou de plusieurs députés d'un parti politique peut remettre en cause l'équilibre de ce groupe parlementaire, voire entraîner sa disparition. Disparition. Alors des gens continuent à me dire que Jean-Michel Nithieu représente le SDF. Supposez qu'il était seul. Alors lorsqu'on dit que le départ du député peut entraîner la disparition du groupe parlementaire, mais c'est bien parce que le groupe parlementaire nécessite quand même un nombre important de députés. Alors donc si ce que je dis de députés, supposez que 15 députés du SDF soient partis comme M. Nithieu. Qu'on continue donc à dire que le SDF aurait-il gardé son groupe parlementaire à l'Assemblée? Jamais. Et si le groupe qui a suivi M. Nithieu rejoignait tous le FCC aurait un groupe parlementaire à l'Assemblée. Et est-ce que ça ferait sens de dire que le FCC n'est pas représenté à l'Assemblée nationale? Mais c'est pas possible. Mais les mots en français ont un sens. Et le terme représenté a un sens commun et qui coïncide avec son sens juridique. C'est faire figurer quelqu'un dans une instance. C'est-à-dire que la personne elle-même n'est pas là, mais elle y est par l'intermédiaire de celui qui le représente. C'est le cas d'un élu. Les partis politiques sont des entités incorporelles. Donc un parti ne peut agir que par ses représentants. Et le représentant à l'Assemblée nationale, c'est qui? C'est bien le député. Le représentant au sein du conseil municipal, c'est qui? C'est le conseil municipal. Au sein du conseil régional, c'est qui? C'est le conseil régional. Au sein du Sénat, c'est qui? C'est le sénateur. C'est naturel. Et donc, à partir d'ici, s'il est établi que des conseillers municipaux, régionaux, des sénateurs, des députés en poste siègent aujourd'hui en tant que militants du MRC, il va de soi que le MRC est représenté dans ces instances, habilitant donc le MRC à présenter la candidature du professeur Maurice Kamto conformément à l'article 121, alinéa 2 du Code électoral. Alors, je vais continuer à répondre à nos auditeurs en prenant les autres questions. Alors, donc, je disais que déloyauté, cela peut apparaître comme tel, mais je dis, c'est la conséquence de l'option faite par le constituant camerounais, n'est-ce pas, d'interdire tout mandat impératif. L'interdiction du mandat impératif donne à l'élu la possibilité de dire « je ne suis plus du parti qui m'a investi ». Et ne représentant plus ce parti, s'il continue à siéger, il porte l'étendard d'un autre parti qui désormais est représenté. Alors, un autre auditeur dit « les pratiques que vous exposez sont relatives. Certains pays comme l'Algérie, le Gabon ou le Burkina Faso ont pris des lois pour limiter la liberté de l'élu qui, dans certains cas, est tout simplement remplacé s'il démissionne ou s'il est exclu du parti. » Alors, si on doit remplacer un élu qui a démissionné, ce n'est plus le mandat représentatif. Là, on retrouve le mandat impératif. Or, jusqu'à cette date, je ne crois pas que l'article 15 de la Constitution camerounaise ait été modifié. Donc, le Cameroun, jusqu'à date, reste encore fidèle à l'option pour le mandat représentatif. Et la conséquence en est que l'élu est libre de rester dans le parti qu'il a investi ou bien d'en partir. Et gardant son siège, il représente la formation politique à laquelle il appartient. Et justement, dans certains pays comme le Burkina Faso, justement, on a observé que la liberté de nomadisme politique des élus avait quand même des conséquences extrêmement graves, notamment au regard des griefs que je venais d'exposer tout à l'heure. Et pour atténuer cela, mais on a changé d'option. On dit désormais ce n'est plus le mandat représentatif, ce sera désormais le mandat impératif. Donc si vous démissionnez du parti que vous avez investi, vous perdez votre siège et à l'initiative du parti maintenant, on va procéder à votre remplacement. Donc le mandat impératif privilégie le parti sur l'élu, alors que le mandat représentatif, qui est le choix du Cameroun, privilégie la liberté de l'élu sur le parti. Ce n'est pas le parti qui détermine le sort de l'élu, c'est l'élu, n'est-ce pas, qui peut colorer un parti avec son mandat. Je ne le dis pas seul, même des grands turiféraires du RDPC l'ont dit longtemps avant moi. Suivez mon regard. Alors, donc je dis c'est bien juste, certains pays qui ont expérimenté le mandat représentatif ont parfois évalué les conséquences de cette pratique-là et ont parfois changé de cap. Et je n'en disconviens pas, l'Algérie, le Madagascar, le Burkina Faso ont justement changé de cap pour obliger les élus
à respecter la discipline du parti et à être loyaux au parti qui les a investis. Mais là, c'est un changement de cap. C'est un déplacement du mandat représentatif vers le mandat impératif. Or, je dis, jusqu'à date, le Cameroun reste fidèle au mandat représentatif avec toutes les conséquences qui en découlent. Alors, un autre dit, faites preuve d'honnêteté intellectuelle. Une loi, c'est aussi son esprit. Donc, si tous les élus du SDF allaient, par exemple, ailleurs, le SDF serait donc en incapacité d'investir. Mais bien sûr, c'est pas à moi de le dire. C'est le sens du mandat représentatif. Et justement, comme je le disais, représenter, c'est faire figurer quelqu'un dans une instance. Mais si le SDF était représenté par 3 partis, si à la proclamation des résultats des élections, le SDF avait 3 députés, et qu'en cours de mandat, tous les 3 députés démissionnent, mais est-ce que ça fait sens dans votre tête que l'on continue de dire que le SDF est représenté à l'Assemblée, étant une entité immatérielle? Comment est-ce que le SDF est représenté? Qui porte sa voix si tous ces élus ont démissionné? Mais soyez raisonnable, soyez logique. Je dis, sur le plan moral, on peut questionner cette liberté de nomadisme politique des élus. On peut le questionner. Mais la loi, c'est la loi. La loi peut être dure, mais c'est la loi. Et la loi camerounaise, qui est la loi suprême, la disposition constitutionnelle, veut que l'élu ne soit pas prisonnier de son parti. Donc s'il en démissionne, il ne perd pas son mandat. Et restant à l'Assemblée, il porte l'étendard du parti qu'il a élu. C'est tout, c'est naturel. Donc, mon cher ami, je persiste à dire, si tous les députés du SDF venaient à démissionner en cours de mandat, le SDF cesserait d'être représenté à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y aurait plus personne pour porter sa voix. Un parti ne s'exprime que par l'entremise de ses représentants. Or, les députés qui démissionnent, le SDF n'a pas la possibilité de les remplacer. C'est le sens de l'article 15 sur lequel nous insistons depuis. Cet article 15 est fondamental. Et c'est son explication, c'est son interprétation qui permet aujourd'hui de dire que le MRC pourra lui-même investir le professeur Maurice Kamto. Si, au jour où il doit présenter sa candidature, il y a des conseils municipaux en fonction, des députés en fonction, des sénateurs en fonction, des conseillers régionaux en fonction, qui présentent la carte du MRC. Ce n'est pas une question de morale, ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de droit. Et le mandat impératif, comment qu'il en soit ainsi, c'est pourquoi nous avons convoqué les rapports de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, les rapports du Conseil de l'Europe. Alors quelqu'un me dit, pour vérifier la qualité de parti politique représenté, le Conseil électoral consulte le PV des élections municipales, législatives, régionales ou sénatoriales. C'est d'ailleurs ce que dit l'article 168 du Code électoral et l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je dis que c'est faux. Et à cet égard, je vais donc prendre l'article 168 d'abord du Code électoral. Alors, je vais chercher. Excusez-moi si ça vous perd un peu de temps. C'est important vraiment que nous ayons la lecture de cette disposition-là pour bien comprendre ce que dit l'auditeur. Alors, que dit l'article 168 du Code électoral? L'article 168 dit ceci. Alors, je le retrouve. Le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de problème. Il en proclame les résultats dans un délai maximal de 20 jours à compter la date de clôture de scrutin. Bon, je ne crois pas que ce soit ça. Alors, l'alinéa 2, le contentieux électoral et l'organisation, ainsi de suite. L'alinéa 3, je crois que c'est ça qui est intéressant. Le procès verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est dressé par le Conseil constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l'original. Les autres exemplaires sont transmis au ministère de l'administration territoriale, à l'Assemblée et au Conseil électoral. Alors, je ne crois pas... Alors, revenons plutôt à l'article 15, peut-être, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Que dit cet article 15? Il est dit, à l'ouverture de la session ordinaire de plein droit, le doyen d'âge donne lecture à l'Assemblée nationale du procès verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus, transmis par le Conseil constitutionnel. La moitié plus un ou moins de 16 élus doivent être présents à cette séance, ainsi de suite. Mais si je prends l'article 15 à la lettre, le procès verbal dont il est fait état, le procès verbal du Conseil constitutionnel, a quel objet?
On dit bien le procès verbal de proclamation des résultats des élections législatives et des noms des candidats proclamés élus. Est-ce que quelque part on a parlé des partis politiques ici? C'est vrai que sur le plan matériel, les députés étant présentés par un parti politique, il y a justement, dans le procès verbal, on met bien tel est élu pour le compte de tel parti. Mais on vous dit bien à l'article 15 du règlement intérieur que c'est les noms. En fait, le procès verbal du Conseil constitutionnel dit qui est député. C'est de ça qu'il est question. L'objet, c'est-à-dire que l'essence même du procès verbal, c'est de consacrer le député. Si on dit à l'issue de l'élection, M. Wamba est député, personne ne peut plus contester à M. Wamba sa qualité de député. Mais si M. Wamba est reconnu comme député, il faut maintenant revenir à l'article 15. Étant devenu député, sur la base de l'article 15, étant devenu député du RDPC, une fois qu'il est proclamé député, il jouit maintenant des prérogatives que la Constitution lui donne en tant que député, et notamment le bénéfice de l'article 15, qui lui donne la possibilité de ne pas se sentir prisonnier du RDPC. Étant consacré député, c'est à titre définitif. Tout au long de son mandat, personne ne pourra plus contester à M. Wamba sa qualité de député. C'est de ça qu'il est question. Mais vous voyez que le procès verbal ne parle, le texte n'a pas évoqué les partis. Dans sa lettre, on parle plutôt des candidats élus. C'est les individus qui sont donc consacrés députés. Parce que la qualité du député, c'est celle qui est sacrée. L'appartenance au parti demeure fragile au sens de l'article 15 de notre Constitution. Donc le député n'est pas prisonnier. Le procès verbal a pour effet de dire qui est député. Mais une fois qu'on est député, on jouit maintenant des prérogatives que la Constitution nous donne. Vous pensez que le procès verbal du Conseil constitutionnel a plus de valeur que les dispositions du code de la Constitution? L'article 15, c'est la Constitution, mon Dieu. Et qui dit à chaque député, à chaque élu, à chaque conseil municipal, toi qui es élu sous la bannière du RDPC, du SDF, du MRC, tu n'en es pas esclave. Au lendemain de ta consécration comme député ou comme conseiller municipal, tu es libre de démissionner. On peut même t'en exclure. Mais parce que tu ne perds pas ta qualité d'élu. C'est en ça que l'article 2, l'alinéa de l'article 15 est important. L'élu représente l'ensemble de la nation. Parce que tu représentes la nation et parce que tu n'es pas prisonnier de ton parti, au lendemain de ton élection, une fois consacré, portant le mandat populaire, tu rejoins le parti de ton choix. Et l'étendard que tu portes dans l'instance où tu continues à siéger, c'est l'étendard de ton parti. C'est pour ce parti que tu parles. Tu ne peux pas continuer à parler au nom d'un parti qui t'a exclu. Tu ne peux pas continuer à parler au nom d'un parti dont tu as démissionné. Mais ça ne fait pas sens. C'est du bon sens. Au-delà d'être du droit, c'est le bon sens. Le Cameroun a fait son choix. Il doit l'assumer. Et les expériences que nous avons connues dans l'histoire politique le confirment. Aka Amouan, Oscar Eddy Mondoumbé sont des cas patents. En tout cas, on va y arriver. Continuons plutôt à lire les questions de nos auditeurs et à y répondre. Et on va le voir. Donc, je dis, à partir de la lecture de l'article 168 du Code électoral et de l'article 15 du règlement intérieur, on voit bien que le procès verbal du Conseil constitutionnel a pour objet de dire qui sont les candidats élus, non pas les partis. Je dis l'article 15 du règlement intérieur ne parle pas des partis, mais des candidats élus. C'est eux qui sont consacrés, c'est eux qui ont l'onction populaire. Ce n'est pas le parti. Puisque l'article 15 alinéa 3 dit tout mandat impératif est nul. Donc le parti s'efface devant l'élu. C'est l'élu qui doit exercer les prérogatives. Et c'est donc lui qui porte un mandat. Et c'est donc en rapport, en référence à cet élu, que l'on va déterminer si un parti est représenté ou pas. Parce que les partis sont des entités immatérielles. Jusqu'à quand va-t-on le dire? Donc continuons, puisqu'il faut bien finir cette capsule. Alors, l'affiliation politique de l'élu s'apprécie au moment de son investiture sur la pièce du dossier dénommé attestation d'investiture. Il devient alors candidat du dit parti. Je n'ai pas d'objection à ça. Au jour où l'élu est élu, il est bien élu d'un parti.
puisque le procès verbal en question établit très bien le lien entre son élection et le parti qu'il a investi. Mais je dis, ce qui nous intéresse maintenant, c'est le sort de l'élu après son élection. Et donc les rapports sur le nomadisme ou la transhumance politique post-électorale, pour tous les pays qui ont consacré le mandat représentatif, comme le Cameroun, au lendemain de son élection, l'élu est libre d'abandonner son parti et de porter plutôt au sein de l'Assemblée, au sein du conseil municipal, au sein du conseil régional, au sein du Sénat, l'étendard de son nouveau parti, qui peut être un parti nouvellement créé, qui peut être un parti qui a boycotté les élections, puisque c'est de ça qu'il est question, qui peut être un parti qui a pris part aux élections sans avoir d'élu, au moment de la proclamation des résultats. C'est de ça qu'il est question. Alors, on continue. Surtout, je crois que je vais lire l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée pour conforter ce que j'ai dit. Que dit l'article 7? D'abord, l'alinéa premier dit ceci. Les députés peuvent s'organiser en groupe par parti politique. Aucun groupe ne peut comprendre moins de 15 membres, non compris les députés apparentés. Alors, on continue. Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe afin de pouvoir figurer sur sa liste électorale. Donc, il y a les apparentés. Ça veut dire, sans être membre d'un parti, vous optez de vous associer à ce groupe-là. Mais c'est bien différent d'un élu qui démissionne de son ancien parti et prend la carte d'un nouveau parti. Il n'est pas simplement apparenté, il devient membre du groupe parlementaire en question. C'est ça la notion d'apparenté. Alors, l'alinéa 7 qui nous intéresse dit ceci. Toute modification dans la composition d'un groupe est portée à la connaissance du président de l'Assemblée nationale, sous la signature du président du groupe et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un appariement. Vous voyez bien, l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale atteste bien de ce que la composition de l'Assemblée nationale est dynamique. Elle n'est pas figée. Puisque cet article 20 alinéa 7 prévoit bien que les groupes parlementaires peuvent être modifiés. Ça veut dire qu'un parti qui au départ a eu 15 députés, s'il y a 2 démissions, ce parti perd moins 2. Et on dit, puisque c'est le député lui-même qui va signer, on comprend très bien que si le député est exclu, ce n'est pas à lui de signer pour dire que le groupe parlementaire auquel il appartenait a été diminué. Mais ce député, lorsqu'il s'engage dans un nouveau parti, mais l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur dit bien que lui-même signe pour dire que je suis désormais membre de tel groupe parlementaire qui peut exister avant, mais qui peut aussi avoir été créé si, ayant démissionné, ils ont pu constituer un groupe permettant de réunir le quota requis. Et d'après l'article 20 alinéa 1, les groupes parlementaires se constituent à l'Assemblée nationale dès lors qu'on a un effectif de 15 députés. Donc 15 députés peuvent démissionner, 15 députés du RDPC, de l'UNDP, du PCRN, du M, peuvent démissionner et aller rejoindre un parti qui jusque-là n'était pas à l'Assemblée nationale. Non seulement ce groupe parlementaire va être reconnu avec le parti qu'il porte, mais surtout, c'est un nouveau groupe qui va être admis à l'Assemblée nationale. L'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur le prévoit. Je lis encore pour ceux qui n'ont pas bien compris. Toute modification dans la composition d'un groupe, modification, ça veut dire que le groupe n'est pas figé, il est dynamique, est portée à la connaissance du président de l'Assemblée nationale sous la signature du président du groupe. C'est-à-dire que si Nietzsche avait pu réunir à côté de lui 14 autres députés, peut-être il serait le président et il y aurait la même déclaration serait signée par tous les députés membres de son nouveau groupe parlementaire. Alors, ces députés-là peuvent garder leur parti. À ce moment, on les appelle les apparentés. S'ils ne rejoignent pas le parti de Nietzsche, ils vont constituer un groupe parlementaire, mais dans lequel il y aurait et des membres du groupe et des apparentés. Mais si tous optent de devenir militants du FCC, ils ne sont plus des apparentés. Ils deviennent membres à part entière du groupe parlementaire FCC au sein de l'Assemblée nationale. C'est l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur. Et on dit donc, sous la double signature du député et du président de groupe, virgule, s'il s'agit d'une adhésion, ça veut dire lorsqu'on adhère, on devient membre à part entière. Lorsqu'on adhère au groupe, ou d'un appariement. Or, l'appariement,
non, l'apparentement, je voulais dire, l'apparentement, c'est le fait de devenir membre d'un groupe parlementaire sans devenir membre du parti politique que le groupe représente. C'est de ça qu'il est question. C'est les textes du Cameroun. On ne va rien y faire. Donc voilà l'article 20, alinéa 7, qui prévoit bien que les groupes parlementaires sont dynamiques. Ils peuvent être modifiés. Alors, la modification peut même impliquer donc l'avènement d'un nouveau groupe. Et si on parle d'un nouveau groupe, ça veut dire qu'il s'agit soit d'un parti qui n'avait pas réuni le quota nécessaire pour devenir un groupe parlementaire, soit d'un parti nouvellement créé, mais qui a pu réunir autour de lui le nombre requis d'au moins 15 députés. C'est pas moi qui le dis. Voilà les textes du Cameroun. Alors on continue donc pour dire. Alors il dit encore, aucun usage venu d'ailleurs ou en interne de fait état de ce qu'un élu qui rejoint un autre parti habilite ce parti à investir un candidat. Non. C'est vrai que dans les rapports que j'ai exploités, le rapport du Conseil de l'Europe ou bien le rapport de la francophonie, nulle part on a clairement dit que l'élu qui démissionne habilite son parti à investir. Mais tous les partis qui ont opté pour le mandat représentatif n'ont pas le même code électoral que le Cameroun. La question de l'investiture par un parti représenté est une particularité camerounaise cette fois-là. Et donc, ce n'est pas dans les rapports de la francophonie ou bien le Conseil de l'Europe que vous allez trouver une solution à ça. Mais pour donner son sens à l'article 121 du code électoral, qui parle de partis représentés, capables d'investir, c'est bien nos textes qui sont sollicités. Et en l'occurrence, l'article 15 du code de la Constitution, et qui est donc appuyé par d'autres dispositions, dont notamment l'article 168 du code électoral et l'article 20, n'est-ce pas, du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, c'est une option du Cameroun. Et voilà. Et dans tous les cas, nous avons dit, un parti représenté, c'est un parti qui, au sein de l'instance, a des porte-paroles. Or, un parti dont tous les élus ont démissionné n'a plus de porte-parole. Il cesse d'être représenté. C'est le bon sens. Et un parti qui, à l'élection, n'était pas présent, si entre-temps, il est rejoint par des élus, il est désormais représenté. Parce que ces élus-là portent sa voix. Ces élus-là véhiculent son idéologie au sein de l'instance. C'est le sens de la représentation. Représenter, c'est figurer, siéger. Or, les partis étant des entités immatérielles, ils ne peuvent être représentés que par des individus. Et nous avons vu que le PV des élections insiste sur les candidats élus et non pas leur parti. Voilà. Alors, quelqu'un d'autre dit, au Cameroun, seul un parti politique peut créer un groupe parlementaire. C'est vrai. Mais nous venons de démontrer à la lecture de l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur que les groupes parlementaires sont dynamiques. Ils ne sont pas figés. Puisque l'article 20 alinéa 7 du règlement intérieur prévoit bien que les groupes parlementaires peuvent être modifiés. Ils peuvent être modifiés dans le sens de la diminution, ils peuvent être modifiés dans le sens de l'augmentation. C'est ça. Et si le groupe parlementaire est modifié, ça veut dire que si le groupe est modifié dans le sens de l'augmentation, ça veut dire que la représentation du parti en question est renforcée. Mais si le groupe parlementaire perd plutôt des membres, ça veut dire que sa représentation est diminuée. Parce que les partis ne sont représentés que par des individus. C'est les seuls qui ont une existence matérielle pour pouvoir porter la voix des partis politiques qui, eux, sont des entités immatérielles. Alors il dit, le député ou le groupe parlementaire n'ont aucune influence sur l'investiture d'un candidat à l'élection présidentielle. Bon, je pense que c'est une question qui appelle la même réponse que les autres. En fait, c'est vrai qu'au moment de l'élection, le député représente son parti. Mais comme nous venons de le dire, la coloration politique, l'affiliation politique d'un député n'étant pas figée, il peut changer d'affiliation politique en cours de mandat sans perdre son mandat, portant donc de ce fait l'étendard de son nouveau parti qu'il représente désormais. Alors il dit, le député Oscar Edimond Doumbé n'a jamais été député du RDPC. Il est resté député du SDF jusqu'à la fin de son mandat, malgré sa démission de ce parti. Et je dis que c'est faux. Je crois que j'ai retrouvé l'article qui rend compte, n'est-ce pas, de l'accueil de M. Oscar Doumbé au sein de l'Assemblée nationale. Cet article est paru le 22 mars 2019 et vous pouvez le trouver sur Internet, sur le site cameroun24.net. Alors, sans lire le tout,
Je vais seulement lire ceci. La première plénière après celle du 12 mars dernier, réservée au renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale, s'est déroulée dans une ambiance houleuse hier au palais de Verre de Ngouakele. Objection, Monsieur le Président, a lancé hier, 19 mars, le député du Social Democratic Front, Joseph Mbandam, à l'endroit du président de l'Assemblée nationale, Kaba Yegué Djibril. Au cours de la séance portant sur l'adoption des listes des membres de 9 commissions de la Chambre basée au Parlement, Joseph Mbandam se dirige vers le perchoir pour expliquer le motif de son désaccord. Il s'oppose à la désignation de son ex-camarade, le député Oscar Edimon Doumbé, dans la commission de la Défense et de la Sécurité nationale. En effet, au courant de l'année 2017, un de nos députés, l'honorable Oscar Edimon Doumbé, élu sur la liste du SDF Doualas 4e Bonabéry, a décidé qu'il voulait soutenir la barbarie contre le peuple anglophone, orchestrée par M. Biya et son régime, et ne pouvait plus soutenir un parti qui voulait un cessez-le-feu et qui voulait que les choses s'arrêtent dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est son choix. Il était libre de le faire, relate le député SDF Joshua aussi. Mais grande fut notre surprise qu'il soit subitement présenté comme député du RDPC pour rentrer dans la commission de la défense au nom du RDPC. C'est ça le rapport. Cameroun24.net, 22 mars 2019. Voilà. Ça, c'est le jeu normal du mandat représentatif et de la liberté de nomadisme politique que cela entraîne. Le RDPC en a profité. Pourquoi aujourd'hui ils veulent en priver les autres Camerounais? C'est la constitution de notre pays qui s'applique à tout le monde. Donc, le rapport dit bien, Oscar Edimon Doumbé a été retenu dans le groupe parlementaire du RDPC et a d'ailleurs été nommé dans la commission de la défense pour le compte du RDPC. Alors, donc cet auditeur n'est pas suffisamment informé. Il faut donc qu'il aille davantage s'informer. Donc, je dis, et le député Joshua aussi dit, c'est contraire au code électoral. Les populations de Bonabéry ont voté pour la liste du SDF et contre la liste du RDPC. Donc, il ne faut pas que les populations aillent aux urnes, votent pour un candidat et qu'on arrive ici à l'Assemblée nationale, on utilise l'argent pour changer l'équilibre que les populations ont elles-mêmes décidé de donner à cette auguste chambre, ajoute Joseph Mbandam. Cette intervention du député crée un tollé à l'hémicycle. Assis les uns face aux autres, les députés SDF et RDPC s'accusent mutuellement. Le député SDF Jean-Michel Nietzsche se mue en artiste percussionniste et se met à frapper de ses 2 poings la table pour se faire entendre. Pour calmer les tensions, le PAN, entendu Kaba Yegué, procède à la lecture de l'article de l'alinéa 7 de l'article 22 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors ce dernier dispose que, voilà bien le contenu de l'article 22 alinéa 7, la démission d'un membre ou son exclusion du groupe entraîne pour ce député la perte des avantages dont il bénéficiait en qualité de membre de ce groupe et notamment la qualité de commissaire au sein de la commission où il avait été désigné par son groupe. Le groupe procède au remplacement de ce membre exclu ou démissionnaire dans les meilleurs délais. Comment comprendre ça? Ça veut dire que Kaba Yegué Djibril, pour répondre à Joseph Mbandam, à Joshua aussi, à Jean-Michel Nietzsche, qui visiblement avait peut-être une compréhension un peu approximative du mandat représentatif, leur dit que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prévoit qu'un député peut démissionner de son groupe parlementaire. Il peut démissionner de son parti et donc de son groupe parlementaire. Et qu'en cas de démission de son groupe parlementaire, le parti en question paie les avantages qui sont associés, qui étaient associés à la présence de cet élu dans ses rangs. Et donc, c'est Kaba Yegué Djibril qui répond. Et cette disposition n'a pas changé. C'est la même. Pourquoi refuse-t-on donc de l'appliquer aux autres élus qui ont suivi Oscar Edimon Doumbé? Non, c'est de la mauvaise foi politique. En tout cas, les textes sur lesquels Kaba Yegué Djibril s'était appuyé en son temps n'ont pas varié. Et donc, rien n'interdit aujourd'hui que l'on puisse appliquer à l'honorable Jean-Michel Nietzsche les mêmes dispositions qui ont été rappelées à l'occasion de la démission de M. Oscar Edimon Doumbé du SDF pour allier le RDPC. Ce rapport est suffisamment clair et chaque Camerounais peut le lire sur le site du journal Cameroun24.net du 22 mars 2019. Alors donc, il est clair que M. Oscar Edimon Doumbé a été recruté par le RDPC, dont il est devenu membre
à part entière. Il a rejoint le groupe parlementaire et a d'ailleurs changé de place. Il a été intégralement intégré, permettez-moi, dans le RDPC. Et donc, si M. Oscar Edibo Doumbé, ayant démissionné du SDF, avait décidé de ne rejoindre aucun parti, il siégerait comme indépendant. La modification des groupes parlementaires est possible. L'article 15 ne fait pas du député l'esclave de son parti. Il siégerait comme indépendant. Et s'il rejoignait un parti existant déjà, ce parti entrerait à l'Assemblée par lui. S'il créait un nouveau parti, ce parti entrerait au Parlement par lui. Le PV des élections n'a que pour effet de dire qui est député. Mais les prérogatives du député sont aménagées aussi bien par le texte constitutionnel que par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Alors, un autre collègue dit, l'Assemblée nationale ne peut changer une virgule du PV des élections. C'est vrai. Mais puisque c'est ce PV qui dit qui est député, et nous avons vu que une fois que le Conseil constitutionnel vous a déclaré député, personne d'autre ne peut vous remplacer en dehors de la mort. La démission de votre parti ne permet pas de vous remplacer. C'est ça le mandat représentatif. Il faut tirer toutes les conséquences du choix fait par le Cameroun à l'article 15 de sa constitution. Effectivement, les 180 députés constatés par le Conseil constitutionnel deviennent inamovibles pendant tout le mandat, à l'exception de l'hypothèse du décès, qui donne lieu justement à l'organisation des élections partielles. Mais quant à leur parti, monsieur, l'article 20, alinéa 7 du règlement intérieur que nous allons lire, vous dit que le nomadisme politique au sein de l'Assemblée nationale est permis. Aucun texte jusqu'ici n'interdit à un député de démissionner de son parti. Aucun texte ne le contraint à rester dans son parti jusqu'à la fin de son mandat. Et son affiliation politique est la seule chose à considérer pour déterminer qui sont les partis qui siègent à l'Assemblée nationale. Siéger, un parti va siéger par comment? Un parti ne siège que par son élu. Donc vraiment, je crois que c'est les questions qui sont redondantes, qui reposent la même problématique, mais à laquelle les réponses ont déjà été données. Alors, quelqu'un d'autre dit, dans aucun pays au monde, l'Assemblée nationale ne reçoit un parti politique qui n'a pas participé à l'élection des députés. Faux. Est-ce que dans le contexte camerounais, il peut nous dire le texte qui fixe qui énonce ces règles? Il n'y en a pas. Aucun texte au Cameroun n'interdit à un député de démissionner de son parti. Puisque nous avons vu qu'à l'Assemblée nationale, même le règlement intérieur prévoit que les députés peuvent migrer d'un parti à l'autre, sans problème, modifiant les groupes parlementaires, faisant entrer de nouveaux partis au sein de l'Assemblée. Je dis, un parti représenté, c'est un parti qui siège. Et le parti ne siège que par ses élus. C'est plus dur que ça. Alors, la dernière question, il dit, Kamto a lui-même déclaré qu'en boycottant les élections en 2020, il savait que le MRC n'allait pas avoir d'élus pour investir un candidat à l'élection présidentielle. C'est vrai. Le professeur Kamto l'a dit. Mais il faut situer chaque déclaration dans son contexte. Au jour où il le dit, le MRC n'a aucun élu. Et il va de soi que si une élection présidentielle avait lieu ce jour-là, le MRC serait obligé de passer par la modalité de la candidature indépendante. Puisque d'ailleurs, il faut d'ailleurs le dire en passant, le MRC, même s'il n'était pas représenté à l'Assemblée nationale, pouvait bien présenter le professeur Maurice Kamto, à condition de réunir les 300 signatures. Et là, il porterait la bannière du MRC. Alors donc, je dis, au jour où le professeur Kamto le dit, il n'a pas d'élu. Et donc, si une élection présidentielle avait lieu ce jour, le RDPC serait obligé de passer par, soit, le professeur Kamto serait obligé soit d'être investi par un parti ayant des élus, soit de passer par la modalité de la candidature indépendante. Mais entre-temps, entre 2020 et 2025, beaucoup doit couler sous les ponts. N'est-ce pas? Il y a des conseils municipaux aujourd'hui qui ont pratiquement une majorité acquise au MRC. Je crois que le moment venu, chacun va les découvrir. Dans tous les cas, pendant la dernière réunion des structures du MRC pour la région de l'Ouest, il y a eu quelques conseils municipaux de Bafoussam 1er, n'est-ce pas, dont j'avais déjà parlé, qui sont présentés. Ils ont été présentés solennellement à l'assistance. Et je sais aujourd'hui que des conseils municipaux pratiquement majoritaires, n'est-ce pas, sont aujourd'hui complètement acquis au MRC. Je le dis en connaissance de cause. Donc, je dis ce débat doit pleinement être clos. Donc, le professeur Kamto l'a dit en son temps, mais le caractère dynamique des assemblées municipales, régionales ou bien parlementaires
fait que, entre-temps, le MRC a pu intégrer les conseils municipaux, le MRC a pu intégrer les conseils régionaux, le MRC, en fait, du moins le FCC, a pu intégrer le Parlement à travers les élus encartés dans ces partis-là qui y siègent. Et la conséquence, nous l'avons suffisamment démontré pour dire que j'espère qu'à la fin de ce vidéogramme, le débat est définitivement clos. Aucun texte dans l'arsenal juridique camerounais n'interdit à un député de prendre sa liberté par rapport au parti qu'il a investi. Et par définition, un parti représenté, c'est un parti qui siège. Le parti est une entité incorporelle. Et donc le parti ne peut siéger qu'à travers un élu. Donc cesse d'être représenté le parti dont tous les élus ont démissionné. Mais être représenté, quoi qu'en cours de mandat, le parti dont les élus prennent l'affiliation et continuant de siéger dans leurs assemblées, ces élus-là portent l'étendard de leur parti et permettent de dire que ce parti est représenté. Et comme c'est le cas du MRC, le MRC est aujourd'hui présent dans plusieurs conseils municipaux. Le FCC est aujourd'hui présent, pendant que je parle, est représenté à l'Assemblée nationale. Et cela donc confère au FCC et au MRC d'investir, selon leurs options, le professeur Maurice Kamto. Voilà donc la précision que je tenais à apporter, n'est-ce pas, à tous ces auditeurs, n'est-ce pas, qui nous ont donné l'occasion de continuer nos recherches pour découvrir d'autres fondements, n'est-ce pas, à la question de la représentation. Je dis donc, le lien est évident entre l'article 121 et l'article 15 de la Constitution. Les pratiques, nous les avons convoquées à titre de droit comparé, mais aussi à titre de coutume. La coutume, c'est-à-dire les usages suffisamment répandus, suffisamment anciens, n'est-ce pas, qui à force de répétition deviennent des normes. Or, ces usages-là, ce n'est pas le Cameroun qui les crée. Le Cameroun n'est pas le créateur du mandat représentatif. C'est un système suffisamment ancien dont les origines se trouvent en 1789. Et entre-temps, plusieurs pays ont opté pour ce même système et les pratiques dans ces pays-là ont permis de révéler qu'un député, qu'un élu qui démissionne ne perd pas son mandat, mais demeure dans l'Assemblée et porte l'étendard de sa nouvelle organisation politique. Voilà donc ce que je tenais à dire. Et comme toujours, si vous aimez notre initiative d'éducation citoyenne, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, mais surtout abonnez-vous. Et à cet égard, beaucoup d'abonnés nous demandent chaque fois de leur envoyer nos anciens vidéogrammes. Quand on parle de s'abonner, il ne s'agit pas de payer de l'argent. S'abonner, c'est de cliquer sur l'onglet s'abonner qui s'affiche sur la page YouTube quand vous lisez un vidéogramme. Donc pendant que vous allez lire ce vidéogramme, vous avez à votre droite, n'est-ce pas, une icône sombre où il est écrit dessus s'abonner. Vous cliquez simplement dessus. Et là, ma page donc va rester parmi les pages sélectionnées de votre téléphone. Et chaque fois que vous allez cliquer sur les abonnements dans votre téléphone, ça va vous afficher le droit au 237. Et en cliquant dessus, vous allez retrouver tous nos vidéogrammes, aussi bien les actuels que les passés. Donc, j'espère avoir été suffisamment clair. N'hésitez pas aussi à soutenir cette initiative, vraiment qui nous coûte quand même du temps, des moyens, et n'est-ce pas, que j'essaie de supporter bénévolement à mes frais. Donc n'hésitez pas à nous soutenir si vous pouvez, et nos contacts, n'est-ce pas, s'affichent après ce vidéogramme. Portez-vous bien, que Dieu nous garde, et à très bientôt.